Le pirate, là, il a besoin d'un ami dans l'entreprise. Maintenant, tout passe par de l'ingénierie sociale. Plus besoin d'être un expert. Mais pourquoi moi, tu sais? J'ai rien d'intéressant. Aujourd'hui, il faudrait presque avoir un certificat ou un permis pour savoir les bonnes manières, les bonnes conduites. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire avec mon outil de travail de tous les jours. Si les hackers existent, c'est que ça a été payant. C'est la responsabilité, je pense, de toutes les entreprises au Québec de le faire, parce que c'est collectivement qu'on va pouvoir se protéger tous ensemble. En fait, le 27 octobre 2017, c'est assez simple. On a eu un appel d'un technicien, puis ça s'est avéré qu'il avait accès à ma boîte courriel. Quand on fait des investigations un petit peu plus tard, on a vu que la totalité des accès qu'on avait dans notre organisation avait été exfiltrés sur quelque chose qui s'appelle Tor. À ce moment-là, je ne savais pas du tout c'était quoi. J'ai dû faire des recherches, mais dans le fond, le technicien m'a mentionné que c'était le Dark Web. Encore là, je savais encore moins c'était quoi. Donc, après une longue crise d'angoisse, 4 Tylenol, j'ai fait le chemin pour revenir au bureau. Je me suis installé ici, puis j'ai appris ce que c'était le Dark Web ce soir-là. Je suis président directeur général de Groupe ISM. On est une entreprise en technologie de l'information qui adresse ses services principalement à des petites et moyennes entreprises dans la région de Laval, Laurentides, Lanaudière, un peu de Montréal. On sait que l'Internet régulier, tout ce qu'on fait tous les jours, Google, Facebook, les articles de journaux, représentent environ 4 % du trafic Internet, tandis que sur le Dark Web, 6 %. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités. C'est un réseau qui est parallèle. Nous, on utilise, exemple, Chrome ou Edge ou différents navigateurs pour naviguer le web régulier, mais il existe d'autres sites de navigateurs comme le Tor Web Browser ou le navigateur Tor, comme on dit en français, qui est tout à fait gratuit, qu'on peut télécharger au même titre que Google Chrome, suivant, oui, je le veux. Et puis, on peut naviguer ce réseau-là. Ce réseau-là est administré par une OBNL qui s'appelle The Onion Ring pour Tor. Ils ont leur propre logo. Et puis, c'était créé, je crois, au milieu des années 2006 environ, l'OBNL. C'est financé par de grandes organisations, DARPA, Ford, Google, etc. C'était créé par une personne qui a une cause à cœur, Roger Dingledine. C'est simple, c'est l'anonymat sur Internet. Il est tanné, dans le fond, que Google, Facebook recueillent toutes nos données, les utilisent pour nous vendre des trucs. Donc, il a créé un réseau 100% anonyme qui s'appelle Tor. Pourquoi que ce Tor n'est pas plus utilisé? Simplement, je pense qu'au niveau marketing, le mot Dark Web et le mot Tor font très peur aux gens. Donc, ils ont tendance à naturellement l'éviter. Je pense que certaines personnes, dans mon opinion, oublient que c'est une plateforme très sécurisée, qui passe tout le temps par 3 nœuds, qui fait en sorte d'être 100% anonyme. Les gens ne comprennent pas ce concept-là nécessairement, mais surtout dû au fait probablement que, étant donné que c'est un outil qui est sécuritaire et anonyme, qui peut être utilisé autant comme le bien que pour le mal. Quelqu'un qui serait dans un pays où l'Internet est contrôlé, par exemple, voudrait envoyer un courriel ou un article sur quelqu'un où l'Internet est contrôlé, peut-être même la présidence, peut-être même quelqu'un de politique. Donc, il va utiliser le Dark Web pour être 100% sécurisé, pour être sûr que sa communication se rende, exemple, aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Ça pourrait être tout simplement un enquêteur qui est, dans le fond, caché, qui est peut-être à travailler sur un dossier dans un environnement actif. Pour pas que son trafic soit détecté sur le réseau, il va utiliser aussi le réseau Tor pour être 100% anonymisé et sécure. Beaucoup de gens donnent de leur information privée à des organisations. On peut prendre, exemple, LinkedIn, on peut prendre Adobe ou peu importe, rentrent de l'information privée à l'intérieur de leur portail. À ce moment-là, comme qui est arrivé à Adobe en 2013 ou à LinkedIn en 2016, ils se sont fait pirater. Donc, un hacker a accès au système et a pris totalement toutes les informations de l'infrastructure et les a utilisées. Après ça, il les a mis sur le Dark Web. Dans le cas que l'information est fraîche, normalement, un hacker, soit singulier ou un groupe, va essayer de la garder pour eux-mêmes, mais ensuite de ça, vont la donner gratuitement ou sinon la revendre. Donc, si dans le cas, elle est gratuite, plusieurs personnes vont essayer de l'utiliser après. Ils vont essayer d'utiliser l'information privée le plus rapidement possible pour pouvoir lever des faux prêts, des fausses cartes de crédit, utiliser l'identité contre la personne. Ça peut être éventuellement aussi pour créer des faux documents, mais en général, c'est pour avoir de l'argent, peu importe le but. Il existe différents types de hackers. Je connais premièrement le Script Kiddie, qui est probablement quelqu'un néophyte qui commence, en fait. Il va utiliser tout le temps les outils des autres
pour pouvoir le faire. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'outils disponibles. Il y a beaucoup d'outils disponibles sur le Dark Web actuellement, que ce soit les groupes ou que ce soit être aussi autonome. Donc, on va prendre des outils pour pirater des organisations qui sont souvent être dans leur localité quand ils commencent, mais vont peut-être évoluer après ça, soit aller dans un groupe ou meilleur individuellement aussi par leur pratique puis qu'est-ce qu'ils apprennent comme hackers. Il y a les script kiddie, il y a les groupes de hackers qui vont représenter d'autres hackers, d'autres pirates en fait, qui là vont amener une protection puis vont amener une facilité aussi de gestion et d'apprentissage et de support. Lors du congrès annuel de Million Micro, on a vu une sorte de témoignage sur la cybersécurité. Donc c'est un petit peu le thème du moment et c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. Je suis sorti de là avec le sentiment d'avoir beaucoup trop de puissance. Je sais exactement comment faire une attaque informatique, je sais comment ils s'y prennent. Mais je ne sais pas le faire, je sais qui contacter pour qu'il le fasse à ma place ou qu'il m'apprenne comment le faire. Je suis sorti de là avec les pleins pouvoirs. Je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je sais, mon niveau d'autorisation au niveau de mes entreprises, j'ai un contrôle total. Je peux tout écraser, je peux tout écrouler. Et c'est un sentiment très malaisant. Je suis rentré ici, j'ai téléphoné à mon patron, il faut absolument qu'on trouve une solution. Moi et mes collègues, on a beaucoup trop de pouvoir. On pourrait faire une razzia, on pourrait crypter tous nos clients avec une rançon, sans pour autant qu'ils sachent que c'est nous. Je veux dire, on est rendu là. Mon compte admin se fait pirater, on a un sérieux problème. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai beaucoup moins de pouvoir pour que le pirate, le jour où ça arrive, en ait moins aussi. Donc là, on est en train de revoir toute notre façon de faire, parce que c'est du sérieux, là. Puis les pirates s'y connaissent aussi bien que nous en informatique, mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient être tentées de faire appel aux pirates. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise, qui a envie de partir, il pourrait faire un coup malveillant en contactant un pirate. Il va dire, regarde, écoute, je travaille là-dedans, ça t'intéresse? Et puis il va dire, écoute, fais ci, fais ça, puis moi je te donne 30 000, 40 000, 100 000, 1 million, whatever, ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est super simple d'attaquer une entreprise, et n'importe qui peut le faire. Et ça, je ne savais pas. Mais le problème, qu'un employé, il peut être blanc depuis toute sa vie, mais il a peut-être des problèmes personnels à la maison, il a peut-être une faillite sur le dos qu'on ne sait pas, et il peut devenir noir. Donc ton employé en qui tu as confiance peut devenir pas bon. Là. Donc ça va être important de brider les postes et de verrouiller en fonction de ce qu'il est censé faire, qu'il puisse être dans un cadre qu'il ne peut pas dépasser. Comme ça, le jour où il se passe quelque chose, le cadre est fermé. Là. Puis elle sert à ça, la loi de protection de la loi 25. Elle sert justement à encadrer les données personnelles, les employés, tout ce qui est dangereux, tout ce qui faut de l'argent, tout ce qu'on veut pas que ça sorte. On utilise, nous autres, la biométrie, justement, pour éviter que ça arrive. Donc on a les mots de passe, on a le MFA et on a la biométrie. Il y a beaucoup d'informations privées qui est disponible sur le Dark Web, dont des numéros de carte de crédit. Donc oui, on peut acheter des numéros de carte de crédit, on peut acheter des passeports qui ont été des faux passeports, en fait. On peut acheter beaucoup de choses sur le Dark Web. Il existe des services de hacker. Autrement dit, vous avez besoin d'un hacker. Il va se mettre disponible pour vous. Vous pouvez l'embaucher, toujours payable en Bitcoin. Et puis, vous pourriez aussi acheter des cartes de crédit. Vous pourriez donner ces cartes de crédit-là à une autre personne qui fait en sorte de faire des transactions illicites dans des magasins ou des commerces ou en ligne pour protéger votre identité. C'est ce qu'on appelle, nous, Hacker as a Service. Le modèle d'affaires est simple, c'est quoi? On demande une rançon, on publie des informations et on ne publiera pas. Et on va donner la clé en échange de paiement de rançon. Si un groupe, du jour au lendemain, décide, dans le fond, de se faire payer, mais ne pas donner la clé de décryption et ne pas enlever les données publiques, on s'attaque à la base même du modèle d'affaires de 154 groupes actifs de hackers, des cybercriminels très connus à travers le monde, des gens en technologie de l'information hyper spécialisés dans la cyber. Donc, la première chose qui va arriver, probablement qu'ils vont se faire justice eux-mêmes. Ça serait mon opinion. Et c'est déjà arrivé que des groupes tombent à cause que leur modèle d'affaires, justement, n'a pas été respecté. La première chose qu'il faudrait qu'ils surveillent pour protéger ce modèle d'affaires-là, c'est naturellement de faire en sorte que si on les paye, qu'on leur donne la clé. Mais il y a peut-être d'autres cas de type que je ne connais pas personnellement qui pourrait arriver qu'un individu paye. Je pense juste dans une situation hypothétique. Exemple, on paye la rançon, puis le hacker qui est en charge de notre dossier se fait arrêter. C'est possible à ce moment-là qu'on ne récupère pas les données. Le hacker décide d'arrêter, ou plutôt de ne pas être arrêté, mais d'arrêter son modèle d'affaires, puis le paiement a été envoyé,
Il a arrêté cette journée-là, puis c'était fini. Il y a plusieurs scénarios qui font en sorte qu'il y a un risque, mais il y a quand même une certaine justice entre eux qui existe dans ce modèle d'affaires-là. Premièrement, le groupe va défendre des individus. Pas défendre, mais va regrouper des individus ensemble. Donc, ces individus-là décident d'être partie d'un groupe. Le groupe va donner accès aux outils qu'ils ont besoin, la formation, le support. Ils vont même laver l'argent s'ils ont besoin. Il y a plusieurs services que chacun des groupes est capable de faire pour ces individus-là. La seule chose, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont prendre 20% de tous les revenus qu'un hacker va faire en échange. Donc, vous avez besoin que je vous remplace cette nuit, on va mettre quelqu'un de l'autre du groupe, ça va faire partie du 20% dans le fond qu'ils vont prendre. Dans les valeurs qu'ils ont, chaque groupe est différent dans les 154. Certains empêchent, dans le fond, de s'attaquer, par exemple, des provinces de Russie. D'autres vont dire on pirate pas les hôpitaux pour les enfants. Chaque groupe est différent dans leurs valeurs et dans leur façon de faire. Mais une chose est commune, c'est le pourcentage qui est pas mal pareil. Donc, ils vont tous à peu près prendre entre 15 et 20% pour aider et supporter les différents individus qui travaillent avec eux. Un Hackfest, premièrement, c'est un événement. C'est un congrès qui se passe en général à Québec. Moi, ça fait pas très longtemps que j'y vais, mais j'ai découvert une très belle communauté. Ce que je découvre, en fait, c'est des gens en TI ou en cybersécurité qui se retrouvent ensemble pour se défier, apprendre ensemble, découvrir des façons que, justement, les hackers utilisent. Donc, ils vont partager des histoires qu'ils ont vécues au quotidien. Les gens des TI, les gens de la cybersécurité, c'est en gros une équipe qui vont permettre ensemble de sécuriser soit des organisations ou des individus. Dans ces événements-là, ils vont premièrement partager des réalités de crimes actifs qu'ils ont eus, puis ils vont faire en sorte de se défier un et l'autre. Donc, ils vont créer des équipes de travail même pour faire en sorte de soit réussir à pirater dans un environnement contrôlé, pas un vrai client, dans un environnement isolé, un ordinateur ou un téléphone ou un périphérique. Puis ils vont se mettre en équipe là-dedans pour apprendre puis développer leurs compétences. Ça peut être autant les grands cyber du Québec que les grands TI du Québec qui se retrouvent là pour coacher, s'épauler, puis apprendre pour faire en sorte d'éviter que d'autres cybercrimes arrivent dans notre région ou dans notre province. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Hackfest qui viennent justement de ces organisations-là. Des gens vraiment nichés, soit en TI ou en cyber, qui vont se retrouver là pour collaborer et apprendre pour sécuriser de grandes organisations, comme tu as nommé. Les gens, souvent, ils sont dans des situations de crise où ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils pensent qu'ils sont... ils savent qu'ils sont victimes, mais ils commencent à cibler tout le monde qui est autour d'eux, souvent. Je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré des entrepreneurs, des individus dans une situation de crise où ils ont perdu de l'argent, des centaines de milliers de dollars, voire même des millions dans certains cas. Ils étaient tellement déçus. Puis quand ils comprennent ce qui se passe réellement, que le dark web existe, que les groupes de hackers existent, qu'il y a des gens qui veulent vraiment leur faire du mal, souvent, ils vont même penser que ça vient de leur proche entourage. Mais c'est pas ça. C'est tout le monde en est victime actuellement. C'est quelque chose qui est très répandu, là. C'est mon quotidien, même personnellement. Donc, d'arriver rassurant avec des outils, ça fait en sorte que ces individus-là ont changé leur perception, mais sont juste plus conscients de la réalité de ce que comme par exemple cette entrevue-là va faire. Quand on le vit, il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre. De faire en sorte de sauver ces gens-là, de les aider, de les épauler, en mettant les bonnes personnes qu'ils ont besoin pour repartir leur organisation, retrouver leurs recettes ou leurs photos de famille, ou bien non, juste rassurer leurs employés. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je fais ça.